Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je suis ravi d'être là, c'est un grand honneur. Et je remercie bien sûr Yannick Lahens, qui est la principale actrice de la journée. Alors, je suis chargé de présenter les communications. La première séquence, va nous amener à 3 communications qui se situent en quelque sorte aux origines politiques, intellectuelles, historiques d'Haïti. Dans les années donc 1818, 1817 et jusqu'aux années 20. Et je vais commencer pour rappeler une très belle phrase de l'abbé Grégoire, qui écrit « Haïti, libre, est un phare qui éclaire la mer des Caraïbes, l'effroi des oppresseurs, l'espoir des opprimés. » C'est le contexte dans lequel se situent ces communications de ce matin. Bien sûr, l'avenir des 2 siècles qui ont suivi n'a pas toujours été aussi facile, loin de là, et le présent nous le rappelle aujourd'hui, mais tout de même, il faut absolument rappeler cet enracinement de l'existence de la République d'Haïti, même s'il y a eu 2 États pendant un moment où nous nous situons ici, là. Bon. Haïti est quand même une exception dans l'histoire de la Caraïbe qu'il faut absolument souligner, signaler et étudier. Nous allons commencer par une approche littéraire avec Yves Chemla, qui va nous présenter ce qui est probablement la première revue haïtienne, L'Abeille haïtienne, qui paraît de 1817 à 1820, et où on va trouver là la première expression intellectuelle, littéraire de la nouvelle nation. Je crois que c'est absolument essentiel de commencer par cela. Je vous dirai quelques mots pour la suite. Yves Chemla, là-bas, très bien. Je préfère la tribune. Alors cette contribution porte le titre de « Dire l'État, faire nation », et ça va être un titre à expliciter. C'est un travail qui s'inscrit sur le plus long terme. Je m'intéresse aux articulations entre fiction littéraire et expression du nationalisme haïtien depuis quelques années déjà. Parfois, cette expression prend l'aspect de l'appel à une évidence nationale dans les ruines et dans les êtres qui tentent de reconstruire le pays, comme dans les livres qui parlent de désastres. Et c'est ce texte absolument étonnant de Hérard Dumel, un texte extraordinaire, dans son voyage au nord d'Haïti, ou révélation des lieux et des monuments historiques. Ça peut être aussi une évidence invisible, comme dans ce qui est considéré comme le premier roman haïtien, Stella d'Émeric Bergeau en 1859. Parfois, ça peut s'articuler à la dénonciation de l'impérialisme, comme dans Une chercheuse, qui date de 1889, sans doute un des premiers romans à faire la critique de l'impérialisme, de Janvier, Louis-Joseph Janvier. Plus tard encore, mais c'est une autre histoire, dans Gouverneur de la Rosée, qui date de 1944, comme les résultats de la solidarité mise en acte et pas seulement déclarative. Donc je reviens à cette abeille haïtienne. Il faut quand même se souvenir que la situation d'Haïti est assez particulière à cette date de 1817. Le pays, c'est un peu moins de la moitié de l'île, 2 États et demi peut-être même, et pas véritablement de nation. Les années de lutte, en particulier internes, puis avant l'indépendance, puis le moment Jean-Jacques Dessalines, après l'indépendance, ont mis à mal quand même ce sentiment et cette construction si subjective d'un sentiment d'appartenance à une unité qui construit ses dynamiques à travers l'expression de différences. L'abeille haïtienne se donne comme un formateur de ces situations. La revue est publiée à Port-au-Prince. On y lit ainsi quantité d'éléments très concrets, souvent sous forme de micro-récits, d'allusions qui mettent en jeu l'horizon d'attente des lecteurs du temps, mais aussi des rencontres culturelles vivantes entre le là-bas, la France, mais pas seulement, et l'ici, Port-au-Prince, entre l'auparavant et l'actuel. Je donne très rapidement 2 exemples où le lecteur de 2019 peut éprouver quelques surprises. Par exemple, en 1818, le président Boyer fait un voyage à Jacmel, et je cite le texte, « À 5 heures de l'après-midi,
le président assista au dîner que lui donna le corps de commerce. Une salve d'artillerie et une musique militaire jouèrent l'air de l'Odoïska, annoncèrent son Excellence. L'Odoïska. C'est quoi l'Odoïska? C'est le titre de plusieurs opéras ou comédies chantées de Cherubini, Kreutzer, Rossini, etc. C'est composé tous ces opéras sont composés entre 1791 et 1816. Et c'est un opéra, une comédie qui est inspirée par un épisode d'un roman libertin fort à la mode, qui était Les Amours du Chevalier de Faublas, de Louvet de Couvray. Roman qui date de 1790 et qui est resté célèbre. Dans une autre perspective, on a un éloge de la danse en général, par exemple, au milieu de textes de droit, de textes juridiques. Le rédacteur était greffier à la Cour de cassation. Cet éloge de la danse commence par une description de danse française. Je passe. Et puis on a cette phrase « Aucune n'est plus tendre ni plus belle que cette danse haïtienne ou nationale inventée dans le pays et nommée le carabinier ». Et voilà, on a tout d'un coup un coup de sonde sur une réalité tout à fait tangible. C'est aussi, cette revue, un espace dédié à des questions abstraites et générales. On y aborde des questions de religion, on y commente les textes bibliques, on critique les croyances et les superstitions, on se pose des questions. Je cite, « Pourquoi les hommes disséminés sur la terre se sont-ils réunis en société ?» Et on a tout un essai consacré à la réponse à cette question. On y interroge en fait une manière sans doute haïtienne d'être au monde et de dire le monde. Il y a un long essai très intéressant sur la prise de parole journalistique, absolument captivant. Alors, on va commencer par regarder les quelques diapositives pendant le temps qui est imparti. Alors, je me suis permis d'abord de faire une petite chronologie de la période assez rapidement. Les historiens se retournent. Parce que c'est pas une période où il s'est rien passé. Il y a un certain nombre d'éléments après l'indépendance, le 1er janvier 1804, le sacre de Jacques Ier. Il y a l'assassinat de l'empereur en 1806, dans les conditions que l'on sait. Et pour moi, et ça va être important dans la lecture que je vais faire de la revue, la question est restée ouverte du meurtre initial, qui est souvent évoqué, je le rappelle, comme un parricide. Et on va voir cette histoire de parricide. La deuxième période, c'est simplement pour rendre ces schémas un peu lisibles, c'est pour montrer que la revue paraît 10 ans après la scission d'Haïti en deux États, la République de l'Ouest et le Royaume du Nord, et elle s'arrête au moment de la réunification, et d'une réunification totale, parce que ce que montre pas ce graphique, c'est qu'en fait, il y a deux pays ennemis. Il y a une république dans ce qu'on appelle maintenant le département de la Grand'Anse, et qui va perdurer. C'est Jean-Baptiste Gauman, et on a une tentative de république paysanne, et c'est très intéressant parce qu'elle est très souvent occultée dans les récits qu'on fait de cette période. Mais je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qui est frappant dans cette revue? C'est qu'elle édite la plupart des modalités d'écriture qu'on peut identifier. Ça commence par, on n'a pas le numéro 1, on a juste le numéro 2, mais par des considérations du rédacteur en chef, Milsan, Jean-Solim Milsan. Et en fait, il y a du droit, il y a de la politique, il y a des épisodes, il y a des épisodes de la vie quotidienne, il y a l'arrivée, le départ des bateaux dans le port. On a toute une série de considérations sur le commerce, systématiquement. On a des comptes rendus, des menées qui sont encore très, très actives, menées qui sont le fait des ex-colons ou de leur descendance, de leurs héritiers. Et puis, du Royaume du Nord. Alors, il n'est pas tendre avec, évidemment, Christophe. On va voir le répondant tout à l'heure avec les textes du baron de Vathey. Mais là, c'est l'ennemi initial, viral. Enfin, c'est pas possible. Les qualificatifs employés sont terrifiants. On va en voir quelques-uns.
Donc c'est comme s'il fallait multiplier, là c'est une interprétation rapide, et ça va être le cas pour une bonne partie de mon intervention, je ne vais pas tout détailler parce que ça serait très long, c'est très très important en nombre de pages et en nombre de signes, la revue. Multiplier les pratiques d'écriture et essayer de s'emparer de tous les types de discours. Et il y a même des phénomènes très très touchants par rapport à ça. Et je pense que ça s'inscrit, c'est un peu une évidence, dans la volonté d'établir une culture haïtienne de l'écrit. Et en même temps, il faut bien le reconnaître aussi, le destinataire est relativement étroit. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui sait lire et écrire, mais le pays en dehors, qu'on n'appelle pas encore comme ça, n'a pas accès à la revue. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a plusieurs journaux à cette époque-là. Il y a un épisode, je ne l'ai pas retenu dans les diapositives, avec Félix Darfour et une polémique avec ce journaliste qui est né en Afrique, qui est passé par la France et qui est arrivé en Haïti, et qui publie des journaux assez agressifs, je dirais presque afrocentrés, avant, je le dis de manière anachronique, et ça va très mal se terminer pour Félix Darfour, puisqu'il sera passé par les armes. Alors, qui est 1100 ? Il s'appelle Jules Solim, ou Soliste, il y a des déformations 1100. 1778 et 1842, il est mort pendant le tremblement de terre, ce qui le rapproche d'un certain nombre de nos contemporains. C'est le fils d'une femme noire libre et d'un colon devenu anti-esclavagiste, qui s'appelait Claude Louis Michel 1100 de Musset, et qui n'est pas non plus un personnage non identifié. Il a créé et publié un journal bicotidien, il fallait quand même le faire, à Paris, le Créole Patriote. On n'a pas tous les numéros, mais il y en a quand même suffisamment, qui a duré 2 ans. Et il a été jugé et guillotiné à la suite d'une machination du Parti des colons. Je m'appuie ici sur un article de Yves Benoît, grand historien d'Haïti. Ce journal, le Créole Patriote, Julia Bonazza montre bien dans un article également que c'est un journal qui crée une passerelle entre les deux révolutions. Ce n'est pas simplement la révolution de Paris qui influe sur la révolution de Port-au-Prince, d'Haïti, mais il y a des échanges sans arrêt et qu'il y a du retour. Et ça, cette histoire, elle n'est pas sans écho dans la conscience de Jules Solim. On va voir ce qu'il fait de son père. Alors, présentation assez succincte, je ne vais pas tout détailler, mais ça aussi on lira, de la revue. Elle paraît le 1er et le 16 de chaque mois. Elle fait entre 16 et 24 pages. Et on a un certain nombre de parutions régulières. Et puis, là, dans la fin de la 2e année, puis la 3e année, ça commence à être un peu difficile. On connaît bien cette chose-là, quand on s'occupe de revues, on voit des numéros spéciaux qui rassemblent 3 ou 4 numéros, et puis ça se termine avec un exemplaire qui a 5 numéros d'un coup, et puis ça s'arrête au milieu. Il y a un texte qui dit la suite au prochain numéro, il n'y a pas le prochain numéro. La suite, c'était les conditions par lesquelles Christophe disparaît de la scène politique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est juste une impression quand même de lassitude, d'urgence à la fois chez 1100, et puis de désaffection progressive. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un certain nombre de considérations sur l'agriculture qui sont assez négatives, alors que c'est au moment où précisément le code rural va se mettre en place, où Boyer prend un certain nombre de décisions. Sauf que justement, l'acmé de cette histoire se trouve dans le dernier numéro. Et donc, on reste un peu sur sa faim. On aimerait bien le suivant, mais il n'y a pas. Voilà. Et donc, comme s'il y avait quelque chose qui était indépassable dans la narration du dernier numéro. On va comprendre, en temps utile, ce qu'il en est. Alors, quels sont les thèmes et les rubriques ? Là aussi, je n'ai pas tout listé, mais il faut savoir qu'on a un panel assez large. Il y a de la littérature, il y a des récits, beaucoup de fables. Alors, je dis tout de suite que je ne me suis pas intéressé aux fables de 1100. Il y a un certain nombre d'articles. Et là,
je pense que ça aurait été un peu soporifique pour commencer la journée. Ce n'est pas une très grande réussite. Il y a des choses intéressantes, mais 1100 a été évidemment élevé et éduqué en France, et donc il est très proche de cette poésie du XVIIIe siècle, qui, même la poésie française, est assez difficile à étudier. Je propose que si on a l'habitude de Delille et de Jean-Baptiste Rousseau, ça peut marcher, mais autrement, on n'est pas du tout dans une poésie qu'on arrive à entendre maintenant. Hein, les jardins de Delille, qui sont un texte très très intéressant, presque magnifique quand on connaît, quand on apprécie cette poésie, n'a pas du tout d'écho maintenant, et ça a complètement disparu même de l'enseignement secondaire. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments politiques, des événements intérieurs. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a la vie de la Cour de cassation, par exemple. 1100, je le disais tout à l'heure, on est le greffier. Il y a toute une série, quand il n'arrive pas à classer, il le met dans la rubrique variété. Il y a beaucoup de choses sur l'éducation, et là, je vais m'y arrêter, en revanche. Il y a une dénonciation presque dans chaque numéro du régime du, je cite, le Bachat du Cap, qui est Christophe, qui n'est pas le roi d'ailleurs, Henri, qui est le général Christophe. C'est la terminologie qui est utilisée. En même temps, on est quand même dans la géographie de Pétion et de Boyer. Ça, je pense que tous les Haïtiens qui ont suivi des études littéraires le savent. On est dans la grande opposition entre le Royaume du Nord et la République de l'Ouest. Voilà, il y a toute une série d'études intéressantes, pas toujours facilement lisibles, sur les conditions militaires, anthropologiques, juridiques et commerciales de l'indépendance. Et puis ça va très loin, il y a des commentaires bibliques, il y a de la réfutation. Là aussi, il y a un épisode important à propos de l'Église méthodique dans ces années à Port-au-Prince. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un texte, un article de 1100 pour réfuter le protestantisme méthodiste qui est très très intéressant. On sent bien qu'il est un peu gêné aux entournures dans cette histoire parce qu'il est là pour dénoncer, mais finalement Wesley n'est pas complètement un prophète négatif. Il y a un texte très très intéressant et qui court d'ailleurs dans la revue, qui est l'apologie du Coran. Et là aussi, je pense que ça mériterait des études particulières. Voilà, il y a beaucoup d'autres sujets et je ne rentre pas dans les détails. Hop. Voilà. Il y a une recension en France. Et une recension, alors ça fait en général sourire, de l'abeille haïtienne, une recension des numéros 1 à 4 par un journal de Bordeaux qui s'appelle La Ruche d'Aquitaine, mais qui, lui, associe l'abeille aux lisses éclatantes blancheurs. Pourquoi je donne cette indication? C'est que c'est un persiflage très, très douteux et franchement raciste, qui croise le jugement de valeur avec le préjugé de couleur. Ce n'est pas très intéressant. Mais c'est la seule recension que j'ai pu trouver à la Bibliothèque nationale. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet et donner quelques coups de sonde, parce que c'est vraiment très très vaste. Alors ce qui est très frappant dans l'abeille haïtienne, après avoir dit ce que ça contenait, c'est ce que ça ne contient pas. C'est l'occultation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot où il est question, il n'y a pas un texte où il est question de Dessalines. Ça c'est très très frappant. Et même lors des célébrations de l'indépendance, le 1er janvier, jamais, dans tous les numéros où il est question des fêtes de la célébration de l'indépendance, jamais Dessalines n'est nommé. Jamais. Donc je vous donne ici un texte. Ce jour citoyen, ce jour solennel nous rappelle la glorieuse détermination, etc. Et on n'a absolument rien. On a tout sur la République et on n'a rien sur Dessalines. Ça, c'est très frappant. Deuxième silence, cette fois-ci, qui est rien sur la République de la Grand'Anse. Sauf pour rappeler dans quelles conditions ça a été éliminé. Ça, oui, en revanche. C'est un des derniers numéros de la revue. Et sur cette disparition inexpliquée, on essaye de trouver un certain nombre de causes. Il a été précipité dans un ravin, la disparition de Jean-Baptiste Gauman. Et là, on a un texte hagiographique
où on voit le président Boyer gracier le fils de Gauman et accueillir l'épouse de Gauman qui a subi une histoire épouvantable, d'après 1100. Voilà, on est vraiment dans le récit hagiographique. Et là, je renvoie à un article extrêmement intéressant, un article de Joachim Benoît, La reconnaissance d'Haïti par la France, en 1825, parce qu'évidemment, c'est ça aussi qui est derrière. On va avoir quelques éléments dans lesquels on apprend que des propriétaires de nouvelles plantations semblent négocier avec d'anciens propriétaires en France, etc., avant les négociations, enfin qu'il y a quelque chose qui se passe, et les commerçants, qu'on ne dit pas encore commerçants du bord de mer, mais pas loin, qui demandent quand même la reprise des relations commerciales, et ça se fait sous le mode de contrebande, etc. etc. Voilà, donc c'est un texte, un article très très intéressant, et qui montre justement que le rapport avec Haïti, avec l'ancienne colonie, ça va inaugurer des rapports internationaux très très particuliers, qu'on ne connaissait pas auparavant. Voilà, donc un silence. Il y a dans la revue un texte qui court, qui est publié en feuilleton, et dont on sait maintenant que c'est un faux, mais 1100 ne s'en doute absolument pas, visiblement, qui est un manuscrit venu de Sainte-Hélène de manière inconnue. Okay, ce sont des mémoires apocryphes de Napoléon. Ça a été écrit vraisemblablement par l'entourage de Madame de Staël, et ça arrive à Londres, et ça a immédiatement un très grand succès, à tel point que Napoléon lui-même reçoit ces mémoires et les trouve très très intéressants, et indique que ça va rester dans l'histoire. Ok, il relève quelques erreurs, mais visiblement les gens qui l'ont fait l'ont bien fait. Alors, dans cette lecture, j'ai relevé, je vous en fais grâce, un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait intéressants, et on comprend aussi pourquoi ces mémoires se trouvent dans l'abeille haïtienne. D'abord parce que Napoléon a mis de la raison dans l'administration, et ça, visiblement, ça devient très très important pour 1100, mais surtout parce que Napoléon est censé exprimer des regrets à propos de l'expédition de 1802. Donc ça, on a un bon paragraphe sur cette histoire, et Napoléon fait son mea culpa. Et puis, le fait qu'il n'est pas content des Polonais, et en particulier des soldats polonais, qui ont un comportement assez fantasque. Je rappelle qu'une partie, pas tous, Joseph Quaterco, professeur à Varsovie, a beaucoup travaillé sur cette histoire, une partie des officiers et des soldats, surtout, et des paysans enrôlés dans l'armée de l'expédition, ont mis crosse en l'air. Voilà. Donc là, c'est intéressant, et on comprend évidemment que là, ça appelle la lecture. Alors, ce qui est frappant, et je ne suis pas juriste, et de temps en temps, la lecture, on est un peu compliqué, il y a une partie importante de la revue qui est consacrée à des arrêts, des commentaires, des arrêts de la Cour de cassation. Voilà. Et donc, on apprend plein de choses, mais on apprend surtout comment, dans un pays qui n'a pas de droit, comment se met en place progressivement un code, et comment se met en place un ensemble de lois. C'est l'époque où on commence à rédiger le code civil. Ça mettra un certain temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que 1100 a aussi des positions assez tranchées sur les modes de gouvernement. Et je retire ceci. La société est essentiellement civile. Je rappelle que l'ordre militaire a été important en Haïti pendant une bonne partie du XIXe siècle, parce que, évidemment, on le rappelle, je ne l'ai peut-être pas assez insisté, quand on ne sait pas, c'est pas visible, la marine haïtienne, parce qu'il y a une marine haïtienne, continue à arrêter des transports d'esclaves pendant cette période-là. Je crois que le dernier bateau qui va être intercepté au large des côtes d'Haïti, ça doit être en 1861. Je ne mettrai pas ma main à couper. Il y a encore un certain nombre de menées, et notamment, il y a des expéditions possibles françaises. C'est un peu compliqué, mais enfin, le pays est quand même dans un état
dans un état sinon de crainte, mais d'alerte permanente. Et donc, la question de la société civile, ça prend un relief particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément par là, 1100 dit que ça, c'est une des définitions probables de la nation. C'est la société civile qui a institué le gouvernement de la nation. C'est elle, dans la personne de ses représentants, qui a créé des lois qui doivent la régir, etc., etc. Donc on a quand même quelque chose ici d'assez tranché et quelque chose qui participe de ce montage d'une société civile. En même temps, 1100 a des souvenirs, rappelle des souvenirs assez vifs de la période coloniale, et notamment d'un certain nombre de noms. Alors, il est question d'un personnage visiblement assez abject, mais bon, il est abject parce qu'on le lit à travers le regard à travers le texte de 1100, un type qui s'appelait le comte de Bruges, et qui a commis des exactions, des massacres, des assassinats pour juste l'appât du lucre. Maintenant, ça demanderait à être vérifié, mais en tout cas, voilà, ça c'est un personnage qui est une sorte d'emblème pour 1100 du mal. Okay, ça revient à plusieurs reprises, et il donne des exemples anciens. Donc, le temps de la colonisation peut réjaillir sur le temps actuel, d'autant plus que le comte de Bruges est un conseiller du roi en France. Ils sont tout à fait au courant des textes, il est cité d'ailleurs de Drouin de Bercy et des autres, les pages, les brûlés, les abbés d'Ilon, qu'on trouve, les textes de l'abbé d'Ilon, on les trouve sur Gallica, qui sont des projets d'extermination de la population haïtienne. Donc ça, on est tout à fait au courant, ça ne se fait pas dans le silence. Les libelles arrivent, il y a des informateurs visiblement en France qui font parvenir les ouvrages en Haïti, alors qu'on est quand même normalement dans un régime commercial qui est pas très facile. Okay, donc ils ont ces textes, ils le savent. Et 1100 dénonce souvent, ça intervient à plusieurs reprises, d'une part le despotisme colonial, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur ce que c'est que la colonisation. On dit toujours que c'est l'apanage du baron de Vathey, d'avoir dénoncé le colonialisme. Non, 1100 aussi. L'expression despotisme colonial, je ne vais pas non plus la commenter, faute de temps, mais elle mérite toute l'attention, toute notre attention. Okay, donc il sait très bien de quoi il s'agit. Il y a un vrai corps de discours qui est en train de s'élaborer dans cette République de l'Ouest. Et l'important pour 1100, mais pas le seul, et on pourrait, là aussi, on a pas mal écrit là-dessus, je pense au marron du syllabaire, que la première résistance à l'esclavage, c'est l'éducation. Et on a un texte là aussi très très clair. Il y a une sorte de remontée anthropologique sur les raisons qui ont rendu possible le régime de l'esclavage. Et puis ceci, l'inimité puissante enchaîna les premiers captifs, la cupidité fit les autres esclaves, l'ambitieuse politique consacra tous les genres de servitude, la faiblesse et l'ignorance, consacra tous les genres de servitude, la faiblesse et l'ignorance les prolongèrent, mais l'instruction et la raison rétabliront l'homme dans sa dignité partout où les lumières pourront étendre leur empire. Alors justement, quelques éléments sur l'éducation. Et alors, il y a des maîtres et surtout des maîtresses, des femmes. Je vais revenir sur la place des femmes, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de femmes jusqu'à présent, et c'est sciemment. Il y a une expérience qui est importante, les théoriciens de la pédagogie connaissent ce nom, celui de Lancaster. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont créées. La méthode lancastérienne est une méthode inventée par Joseph Lancaster, qui est un pédagogue, un pasteur britannique, et qui se dit qu'il n'y a pas assez d'enseignants, donc il faut trouver un moyen, et il crée des systèmes avec des cercles, des demi-cercles, etc., et il prend les élèves les plus âgés, normalement les plus formés, pour former les autres. Et donc, un maître d'école peut s'occuper d'un bon millier d'élèves. Okay, ça, c'est évidemment un système important dans un pays comme Haïti, où il n'y a plus de maîtres, où il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, le souci, c'est qu'il y a eu une histoire avec l'Église, avec les pasteurs méthodistes, mais je ne rentre pas dans cette histoire. Donc, il s'agit de démultiplier les ressources, etc., etc.
Lancaster a voyagé en Amérique, il a même rencontré Bolivar, et donc il y a beaucoup d'écoles lancastériennes aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et alors, il y a un maître qui est aussi un théoricien, qui est inspecté par le président Boyer, qui s'appelle Pierre André, et qui est moins un magistère qu'un père de famille. C'est intéressant cette histoire dans l'école. Alors il y a aussi d'autres éléments, d'autres écoles. Je me suis intéressé ici essentiellement aux écoles les plus visibles, mais évidemment, je reviens, il y a des écoles pour les filles où on leur enseigne la couture et l'économie domestique. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui viennent de France. Un Antoine François Génin de Montaigne, qui est venu en 1800, qui prend la décision de venir apporter son savoir. Il était médecin, il a été militaire, il a été un des fondateurs de la Société pour l'amélioration de l'enseignement primaire à Paris. Il prend la décision de venir en 1814 en Haïti. Il y arrive en 1818 et il commence un peu à travailler, à rencontrer du monde. Il attrape la fièvre jaune et il meurt très très vite après son arrivée. On a toute une série d'échanges avec sa veuve en France. Il est enterré au cimetière de Port-au-Prince. Son cœur est au Père-Lachaise, c'est-à-dire qu'on a fait l'effort de... Voilà. Et alors c'est intéressant parce qu'il a écrit aussi des vers, et notamment des vers destinés au président Boyer, de l'État, le chef et le père, vous, son orgueil et son soutien, etc. etc. Recevez l'hommage d'un étranger. Okay. Donc, encore une fois, on a cette histoire de paternité. Alors, j'arrive dans le dernier moment de mon intervention. Je vois M. de Régny qui me fait des signes. Alors, la question, effectivement, est la question du père. Enfin, c'est une des questions. C'est une espèce de sous-texte là-dedans. Pétion, c'est le père. C'est vraiment le père. Ah ouais, parce que le père a été éliminé, hein, c'est Dessalines, le père de la patrie, etc., etc. Père fondateur, on dit, hein, sur la place du Champ-de-Mars. Oui, mais là, exit Dessalines et Pétion. Et alors, on a plein de textes sur Pétion. Je prends le dernier, enfin un des derniers, qui est l'annonce de sa dernière maladie et de sa mort. Le 29 mars a été le dernier jour de sa vie, l'impitoyable mort a moissonné notre père, notre ami, etc. etc. Okay. Pétion, le chef de l'État, est le père. Alors Boyer aussi, mais quand même dans une moindre mesure. Hein, il n'est pas... Donc ça va être un titre, mais je ne pense pas qu'il y ait le même sentiment. Les textes consacrés à Pétion par 1100 sont absolument extraordinaires. Hein. On est dans le... Avec Boyer, si j'ose cette comparaison, on est plutôt dans le culte de la personne qui incarne le pouvoir. Pas Boyer lui-même, mais c'est Boyer président. Pétion, il y a quelque chose qui se passe et qui est une relation qui est voilà, une relation filiale, d'admiration constante et d'exemplarité. Mais c'est aussi la place du père de 1100. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que 1100 parle très peu, écrit très peu à la première personne dans l'abeille haïtienne. Le jeu apparaît au numéro 10, par exemple. Hein. Premier texte, etc. On a un texte écrit à la première personne. Et puis, dans un des numéros, 12, de janvier 1818, il raconte la vie de son père. Et c'est très, très étonnant. Il raconte la vie de son père pour dire... La Révolution française, c'est quand même pas quelque chose qui a été bénéfique complètement. Et alors, on a une phrase, j'ai pris celle-ci, il y en a d'autres, hein, mais qui montre bien le rôle de la cadence dans l'écriture. C'est donc le passage, la phrase initiale. La Révolution française, tout en mettant au grand jour les vertus de quelques philanthropes courageux, a contribué au développement du caractère de beaucoup d'hommes qui étaient de cruels ennemis de l'humanité. Mais elle a rendu les uns victimes de leur dévouement à une sainte cause en les conduisant à leur perte ou en les réduisant à l'infortune, et elle a condamné les autres à subir la peine due à leur forfait en les précipitant au tombeau ou à vivre dans un état de honte et de détresse en les vouant à l'exécration générale et en les éloignant des lieux où ils ont osé mettre en pratique leurs principes barbares.
pas comme début, comme première phrase d'un article consacré à la Révolution française, c'est plutôt pas mal. Et intéressant de cet amour de la langue. De la langue et de la langue française, il en est question très très souvent, ça serait aussi une étude à soi tout seul. Et donc, il termine ce texte en disant que, bon, il a rendu hommage à un véritable révolutionnaire, mais il rend hommage à son père, et ça c'est important. Alors, pourquoi est-ce que ça fait réagir? Enfin, 1100 est orphelin, mais il est orphelin à 24 ans, il a vu son père guillotiné, oui. Et c'est là où il signe 1100 fils. Moi, ça m'a frappé. Okay, quelque chose. Parce que où est la France dans cette histoire? Et alors, on a un texte, juste après, entre décembre 1819 et janvier 1820, et on a un texte très intéressant. Alors, il y a 2 pages, j'ai pas fait de copies. Lorsqu'on réfléchit sur la conduite de la France envers notre pays, on ne peut s'empêcher de comparer cette puissance à une amante tendre, passionnée, mais orgueilleuse, jalouse et vindicative. Vous cherchez la femme, elle est là. Et alors, la phrase suivante, elle est vraiment intéressante. Semblable à la magicienne Médée, qui d'un coup de baguette livrait ses états à la fureur des esprits infernaux, elle a déployé toutes les ressources de la ruse et de la force pour nous subjuguer. Ses promesses ont été des perfidies, ses bienfaits des fléaux. Médée tue ses enfants, je le rappelle. Okay, et donc là, d'un point de vue mythologie, au sens où on va reparler de mythologie, on a quelque chose ici qui est quand même très très fort. On a quelque chose qui est très très fort, et je terminerai là-dessus, en forme de conclusion provisoire, évidemment. Je crois que pour lire ces textes des origines de l'écriture en Haïti, par exemple les mémoires de Bois-Rontonnerre ou le texte d'Érard Dumel, il faut sortir des schémas politiques courants et des formes d'opposition biunivoques qui jalonnent la façon dont on raconte l'histoire d'Haïti depuis un certain temps. Il faut étudier un texte qui s'avance très progressivement dans l'abeille haïtienne, d'une part. Il faut arriver à identifier tous les éléments qui conduisent à une écriture qui croise le récit et la description. Le texte est fabriqué avec du récit et de la description, toujours. Okay, alors on peut appeler ça analyse, on peut appeler ça commentaire, mais récit et description, peu à peu. Et alors, c'est dans le dernier numéro, justement, que ça apparaît. Je ne le cite pas, vous pouvez aller voir dans le dernier numéro de l'abeille haïtienne. Il y a un texte étonnant, parce qu'il y a une conjonction dans le dernier numéro. Il y a un incendie épouvantable qui détruit Port-au-Prince. Et alors, on a le récit de l'incendie. Il y a un ouragan qui vient détruire les restes de ce que l'incendie a laissé. Et là aussi, on a un texte absolument étonnant. On a une vraie prise de conscience de la place du paysage. Et puis, on a les événements dans le Nord et la fin misérable de Christophe. Et donc, les 3, dans le même numéro, ça fait beaucoup. Okay, mais on a tout d'un coup un texte vraiment étonnant, et alors là, un texte vraiment littéraire. Peut-être qu'il aurait fallu, il n'a pas eu le temps de faire l'articulation entre les 3, mais ça, c'est autre chose. Et puis, je crois qu'il faut arriver à prendre en charge un sous-texte important. Et je me situe ici dans la continuation de ce chapitre absolument extraordinaire d'un des livres de Maximilien Laroche, quand il commente ce champ de guerre des Haïtiens, grenadiers à l'assaut, etc., qui est le fait que le soldat haïtien se considère comme n'ayant ni père, ni mère, ni papa, ni maman, orphelin. Okay, quand on voit qui sont les pères ici, il y a de quoi effectivement poser un certain nombre de questions. C'est presque fini. Une toute dernière trace qui, a priori, n'a rien à voir avec tout ça. Mais je pense que ça a à voir vraiment. Et là, ce n'est pas dans la revue, c'est dans un voyage, dans un endroit qu'on connaît peut-être, qui est un hôtel à Innsbruck, qui s'appelle l'Aigle Doré, et qui est célèbre parce qu'il y a un certain nombre de personnes célèbres qui s'y sont arrêtées, Mozart, Holbein, etc., etc. Et puis, en regardant de près, j'ai vu quelque chose très, très bizarre. Et bien là, il y a une femme qui est passée. Et une femme dont on ne parle jamais. C'est Louise, l'ex-reine du nord d'Haïti.
Les femmes, on n'en parle pas dans le texte. Et puis là, on la retrouve. Elle est où? Elle est en Autriche, en 1824, et elle est sur cette route qui va de Vienne à l'Italie ou de l'Italie à Vienne. Et c'est la seule trace d'une présence haïtienne dans cet hôtel célèbre. Mais le fait qu'on la retrouve ici, après la lecture de l'abeille haïtienne, après ces échanges sans arrêt un peu brouillés entre l'Europe et Haïti, entre Port-au-Prince et Paris et ailleurs, tout d'un coup, ça commence à faire sens. Je vous remercie.